Laetitia Strauss-Bonnard, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Merci tout d'abord pour votre invitation, j'en suis très honorée. C'est difficile de se présenter parce qu'on est toujours un peu multiple, on a sa personnalité, sa vie privée, donc je pourrais me présenter en vous expliquant d'où je viens, quelles sont mes origines, mon enfance, mon adolescence, les études que j'ai suivies, pourquoi j'en suis là aujourd'hui, ou bien je pourrais me présenter intellectuellement, donc comme une espèce de pur esprit. Voilà ce que j'aime, voilà ce que je lis, voilà quelles sont mes idées, voilà ce que je développe. C'est pour ça que c'est difficile de répondre, mais je pense qu'en disant ça, je me présente aussi parce que je me considère comme un mélange des deux. Et je trouve très important dans la vie intellectuelle d'arriver à tenir les deux bouts. C'est-à-dire d'avoir des idées, de les développer, mais aussi de faire attention à la vie et d'être aussi une réponse à ce que la vie nous offre. C'est peut-être un peu abstrait ce que je dis, mais je suis obsédée presque par la question de la cohérence. C'est-à-dire que beaucoup de choses que je pense ou que je dis, je les mets très souvent à l'épreuve de ce que je vis au quotidien. Et beaucoup des choses que je défends sont aussi le résultat d'expériences que j'ai eues. Alors après cette petite introduction un peu abstraite, je vis entre deux pays, ça c'est quelque chose d'assez important, je vis entre la Grande-Bretagne et la France. Et ça n'est pas anodin parce que je me sens vraiment à cheval entre deux cultures intellectuelles. J'ai été formée en France, j'ai fait des études de philosophie et d'affaires publiques. J'ai suivi, disons, le système méritocratique républicain, et je dois énormément à ce système-là. Et en même temps, au bout d'un certain temps, j'ai eu l'impression que dans le paysage intellectuel français, des choses manquaient. Je ne trouvais pas forcément intellectuellement des réponses à toutes mes questions. Et j'ai découvert une tradition intellectuelle qui est celle du conservatisme anglo-saxon, qui est très peu connue en France. Alors ça commence un petit peu, je me rends compte. On commence à un peu plus parler de Edmund Burke, de Roger Scruton, qui est un philosophe anglais encore vivant, mais tout de même, c'est une tradition qui n'a pas bonne presse déjà, initialement, et qu'on a toujours regardé avec une certaine suspicion. Donc c'est aussi pour cette raison que je suis partie en Grande-Bretagne il y a quelques années, à la fois pour changer de vie, découvrir d'autres choses, et puis me plonger dans cet univers intellectuel, mais aussi cet univers concret. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que vivre dans un pays et une ville anglophone, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et cette double identité est importante pour moi. Mais en même temps, je ne pense pas du tout que la France devrait importer quoi que ce soit de l'étranger et passer son temps à regarder à l'étranger ce qui est mieux fait pour l'appliquer chez nous. Et ça, c'est très fort, je trouve, dans notre pays. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à se comparer aux autres, à se dire qu'on est très mauvais, que les autres font des réformes bien mieux que nous. Et en même temps, on n'a pas beaucoup de curiosité intellectuelle. Et moi, je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus s'ouvrir, beaucoup plus lire les choses qui sont produites. Également parce qu'aujourd'hui, la pensée s'est mondialisée. Et qu'on l'aime ou pas, c'est comme ça. La science, par exemple, ça se fait en anglais aujourd'hui. Mais on devrait en même temps être fiers de nous et ne pas forcément nous dire qu'on joue dans la dernière division. Non, on a de grands penseurs et on a aussi une espèce de qualité très, très particulière, un certain regard sur le monde. Et voilà, donc j'essaie de faire ces choses, je ne dis pas que j'y arrive, mais c'est une de mes ambitions aujourd'hui. Votre activité principale aujourd'hui, c'est laquelle? J'écris, je suis journaliste au Point. Et j'ai beaucoup de chance parce que je fais à la fois du journalisme d'opinion, donc j'interviewe des gens, je fais des portraits de personnes, d'intellectuels, je parle de livres qui sortent, beaucoup dans la sphère anglophone. Mais je m'occupe aussi d'une petite revue que Le Point a montée qui s'appelle Phébé. Phébé, c'est une revue, une veille, qui regarde les publications de la recherche dans les sciences humaines, les publications qui nous semblent les plus frappantes, originales,
et on en publie 5 par semaine. On a un réseau de chercheurs, beaucoup en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Et ces chercheurs regardent ce qui se publie, les choisissent selon des critères qui sont pas du tout hasardeux, hein, c'est-à-dire qu'on valorise la bonne recherche. Et ensuite, un article résume la publication, donc ça peut être un livre ou un article de recherche. Et explique ce que dit cette publication, montre quels en sont les enseignements. Donc c'est assez simple en fait, c'est vraiment de la vulgarisation scientifique. Mais on parle quand même de travaux de recherche qui sont de très haut niveau. Donc on essaie d'apporter ce qui se fait dans les meilleures revues et les meilleures maisons d'édition internationales au public français. Vous avez une grande admiration pour Edmund Burke. J'ai vu que vous avez connu Jean-Claude Michéa comme enseignant. Il y a probablement des intellectuels en France que vous appréciez. Au fond, qui vous a donné l'apport fondamental sur le plan intellectuel, en dehors évidemment de la pensée conservatrice anglaise sur laquelle on reviendra? Alors, je vais botter en touche parce que je pense que l'apport intellectuel le plus important que j'ai reçu, il vient de la vie de ma vie. Il vient des expériences que j'ai vécues. Je pense que je ne serais pas intellectuellement la personne que je suis si je n'avais pas eu l'histoire que j'ai eue, si je n'avais pas eu la famille que j'ai eue, si je n'avais pas vécu un certain nombre d'expériences pas toujours faciles, parce que ce sont ces expériences qui m'ont fait penser, qui m'ont fait réfléchir. Je ne dis pas que pour penser, il faut forcément être malheureux ou vivre des choses difficiles. Mais tout de même, vous êtes mis devant un certain nombre d'obstacles, parfois dans la vie. Alors, vous pouvez soit passer outre ou alors devenir même... ne pas faire attention à ce que ces obstacles signifient et ne pas en tirer un certain profit. Mais vous pouvez au contraire en tirer parti. C'est-à-dire, ces obstacles vous permettent de réfléchir sur la condition humaine. Alors ça semble un petit peu prétentieux de dire ça comme ça, mais c'est très important pour moi d'insister sur l'expérience. Alors ensuite, je pense que la petite communauté intellectuelle que je cultive, c'est-à-dire les auteurs que j'aime lire, j'aime les lire parce qu'en fait, au fond, j'ai l'impression que je leur ressemble. Alors ça peut sembler très prétentieux. Jamais je ne dirais que j'égale Edmund Burke, mais j'ai l'impression qu'on fait partie de la même famille. Et en le lisant, la première fois que j'ai lu, il y a quelques années, je me suis dit « Ah, mais c'est incroyable, cet auteur, c'est moi !» Enfin, je me reconnais là-dedans, et je n'avais jamais trouvé avant lui une façon de décrire la politique, parce que c'est avant tout un discours politique, décrit de cette façon. Et donc, je pourrais en dire autant de tous les auteurs que j'aime. Donc, il y a, avant Edmund Burke, je pense qu'un des auteurs qui m'a le plus marqué, c'est Alexandre Solzhenitsyn. J'ai été extrêmement marquée par mes cours d'histoire au collège, la découverte de ce qu'était le totalitarisme. J'en ai même beaucoup souffert. C'était une expérience vraiment émotionnelle, assez dure. Et j'en ai ressenti une révolte mais spectaculaire devant la capacité qu'ont eu ces systèmes à écraser, et d'ailleurs la capacité qu'ont toujours certains de ces systèmes, parce que ça existe encore, enfin des dictatures terribles et liberticides, ça existe encore dans le monde, et il y en a beaucoup. Et j'ai trouvé ça profondément révoltant. Mais ce que j'ai assez vite compris aussi, c'est que le mal qui émerge de ces situations, de ces phénomènes historiques, le mal dont on apprend l'existence, il est en chacun de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants, mais c'est que nous avons tous le potentiel de devenir des méchants, et nous avons tous le potentiel de fabriquer le mal. Et toute la question devient alors comment on évite ça, pour soi-même, mais aussi en termes d'incitation et d'institution. Comment on va mettre en œuvre les bonnes institutions pour que ces choses-là, pour que le mal
ne recouvre pas tout et ne s'empare pas en fait de la vie humaine. Et en lisant Solzhenitsyn, j'ai eu vraiment des réponses à ces questions. J'ai eu d'abord une description très vivante, très vivace de ce qu'il avait vécu au Goulag. Et je pense que c'est un livre absolument nécessaire, absolument fondamental. Mais je voyais aussi chez lui la volonté de réfléchir sur lui-même. C'est-à-dire que Solzhenitsyn, très souvent, se demande « Mais qu'ai-je fait de mal moi-même? Est-ce que moi aussi, je n'ai pas fait des choses détestables dans le passé? Et est-ce que l'expérience atroce que je suis en train de vivre ne devrait pas me pousser à m'interroger aussi sur moi-même et mes propres manquements ?» Donc ça, c'est je dirais, le premier grand auteur, Solzhenitsyn. Est-ce à dire que vous croyez plus aux institutions qu'à la liberté et à la responsabilité humaine? Je pense que les deux sont indissociables. C'est-à-dire que pour moi, la liberté et la responsabilité individuelle existent par et grâce aux institutions. Elles n'existent pas en vase clos. Elles n'existent pas d'ailleurs, et ça c'est très important, indépendamment d'une histoire. Si on prend l'exemple du libéralisme politique, par exemple, on ne peut pas considérer que c'est une idée abstraite, hors sol, qui aurait pu naître ailleurs. Il y a une histoire, le libéralisme a une histoire. Et donc c'est indissociable aussi, donc, comme on le disait, d'institutions, d'incitations, de procédures. Pourquoi? Parce que je pense que l'être humain livré à lui-même est assez faillible. Et que justement, c'est en ayant des procédures collectives qu'on arrive à pallier les biais individuels. Et on le voit, c'est assez empirique. On voit très bien qu'on arrive parfois à des décisions individuelles, des décisions collectives qui sont bien meilleures, parce qu'on a choisi de les placer au niveau collectif plutôt que de s'en remettre au seul jugement individuel qui peut être faillible, qui peut être biaisé. Et qui a besoin de se confronter à l'autre aussi. Après, ça ne veut pas dire que je ne crois pas à l'importance de la liberté individuelle et disons, au concept d'individu qui, en tout cas aujourd'hui, en politique, est au fondement de la démocratie libérale. Donc je n'opposerai pas les deux. Je dirais simplement qu'ils sont indissociables. La droite, ça n'est pas la répugnance à l'égard du collectif et le triomphe du singulier? C'est une très bonne question. Oui et non. Il y a une grande partie de la droite et du courant de droite, alors bon, si on résume un peu, là je parle de la droite occidentale, disons, qui en effet est plutôt libérale dans ce sens, c'est-à-dire qui est apparue parce qu'il y avait un besoin d'émancipation, d'individualisation, d'affirmation de droits individuels. Et c'est un courant historique. En gros, il a émergé avec les Lumières et puis s'est développé au XIXe siècle. C'est en effet très important et c'est une marque de l'identité de la droite, ça je ne le nie absolument pas. Ensuite, je pense que réduire la droite à ça, ce serait aller un petit peu vide parce qu'il y a un autre pan de la pensée de droite qui est plutôt d'essence conservatrice, qui est justement la pensée du collectif. Mais attention, le collectif, pour la droite conservatrice, ça n'est pas du tout ces espèces de magma, ces espèces de magma un peu écrasant, souvent centralisé, très planificateur, et qui en plus est censé donner la direction de ce qui est bien versus ce qui est mal. Enfin ça c'est une vision, cette vision collectiviste d'une certaine façon. Je pense qu'il faut quand même honnêtement accepter qu'elle est plutôt identifiée à la gauche. Et c'est pas du tout cette vision qu'a la droite conservatrice. Quand la droite conservatrice parle de collectif ou plutôt de commun, elle s'interroge simplement sur ce qui fait qu'on partage des choses et qu'on ne peut pas tout réduire à des choix individuels. Et c'est difficile, c'est disons une ligne qui est difficile à défendre et à expliquer parce que quand on défend cette position-là, on est constamment obligé de se justifier justement en disant mais ça ne veut pas dire qu'on nie les droits de l'individu. Donc on est entre les deux. On prend en compte l'individu, mais en même temps, on ne veut pas que l'individu soit fondu dans ce grand collectif. Mais d'un autre côté, on veut mettre l'accent sur
sur ce qu'on a en commun. Et ce qu'on a en commun, c'est la culture, c'est la politique, mais c'est aussi ce que j'engloberais moi sous le terme de société civile, et qui est pour moi le grand absent d'un grand nombre de courants politiques qui se renvoient tout le temps la balle entre l'État et l'individu. Je pense qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire les groupes qu'on constitue avec nos semblables, qui sont souvent des groupes fondés sur des affinités et qui sont essentiels. Et on le sait, toutes les expériences politiques qui ont essayé de détruire la société civile ont fini par échouer. Le totalitarisme, c'était ça aussi, c'était de dire votre allégeance, c'est à l'État. Mais non, en fait, il y a quelque chose qui résiste dans l'être humain, et c'est assez fabuleux aussi, c'est sa propension à vouloir former des communautés, des communautés, des coalitions, des groupes. Alors, bien sûr, parfois ça tourne mal, parce que la coopération, parfois, provoque la compétition avec d'autres groupes. Donc, bien entendu, le fait de former des groupes a plein d'effets pervers. Mais tout de même, c'est aussi pour ça que l'espèce humaine a survécu. C'est parce qu'assez rapidement, elle a créé des alliances. Et ces groupes, quand on regarde très sérieusement et honnêtement notre vie à tous, ils sont essentiels à notre vie. Et ça marche par cercle concentrique. Il y a notre famille, nos amis, ensuite nos groupes un peu plus lâches, mais nos communautés de loisirs, d'esprit, et puis il y a le village, enfin, le quartier, le village, la région, le pays, et puis pourquoi pas toute l'humanité, hein, bien sûr. Mais je pense que c'est faire preuve d'une grande hubris que de penser qu'on peut se débarrasser de tout ça. Et que l'individu, d'ailleurs, est tellement rationnel qu'il n'a pas besoin de ces attachements-là. Ces attachements sont temporaires ou simplement utilitaires. L'être humain n'en a pas besoin et d'ailleurs, il vit bien mieux quand il est seul. Mais c'est faux. On a besoin de ces attachements-là. Ils nous rendent plus humains et ils nous rendent plus heureux. Ça ne veut pas dire que certains ne peuvent pas faire les choix de vivre en totale indépendance. Mais j'ai l'impression que structurellement, les êtres humains préfèrent constituer ces attachements avec leurs semblables. Vous avez dit tout à l'heure que l'élaboration de votre pensée était dépendante des séquences de votre vie. Est-ce que c'est caricaturer votre pensée aujourd'hui en pensant à votre familiarité intellectuelle avec des grands esprits que de dire que vous êtes tout à fait accordé avec le pragmatisme, le réalisme, le refus de l'idéal abstrait? Comment vous situez-vous entre les valeurs abstraites, idéales, et la quotidienneté de la politique et de la société? Alors c'est vrai que s'il fallait vraiment que je choisisse un camp, je préférerais le camp des pragmatiques. Ensuite, il y a toujours un malentendu sur le terme de pragmatisme, parce que pragmatique n'est pas quelqu'un qui change d'avis tous les jours en se disant bon, on va s'adapter, qui n'a aucune valeur, qui n'a rien de fixe. Mais le pragmatique, l'empirique, j'aime bien le mot empirique, est quelqu'un qui réévalue tout le temps son système, sa vision du monde en fonction de ce qu'il vit. Et il y a quelque chose chez les intellectuels, et j'ai envie de dire beaucoup d'intellectuels français, qui pour moi, qui m'échappe complètement, qui est cette dissociation parfois, mais extrême, qu'il peut y avoir entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils professent. Et je ne comprends pas, c'est-à-dire que si je devais faire la liste des choses que j'ai dites et que je ne suis pas en pratique, je trouverais des choses, je pense. Mais j'espère bien que je saurais les reconnaître et vite changer. Et quand votre vie est en contradiction avec vos idées, ça n'annule pas votre vie, ça annule vos idées. Mais je n'ai pas l'impression que cette façon de voir les choses soit très répandue. Et je trouve que c'est vraiment très mauvais. Et c'est mauvais pour la pensée, et c'est mauvais pour l'action, c'est mauvais pour tout cela. Alors, vous me posiez ensuite la question du lien avec la politique, c'est-à-dire, finalement, est-ce que quand on fait la politique, est-ce qu'il faut accepter le pragmatisme total, ou est-ce qu'il faut
il faut quand même avoir deux, trois idées. Je pense qu'on... c'est très compliqué parce que aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question et j'hésite entre deux hypothèses. D'un côté, j'ai souvent regretté que les responsables politiques n'aient pas une très très grande culture intellectuelle. Et je me suis souvent demandé si on ne ferait pas mieux un certain nombre de choses si ils avaient plus de culture intellectuelle, si justement ils étaient un peu plus ouverts à penser l'action politique. Mais d'un autre côté, je viens de vous dire que trop intellectualisé peut éloigner beaucoup de l'action. Et donc, peut-être qu'on devrait accepter que les politiques adoptent une forme de pragmatisme. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on doit accepter aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais c'est étonnant parce que parfois vous avez des politiques qui sont très pragmatiques dans leur approche du quotidien politique et qui en même temps continuent de brasser de grandes idées très abstraites et très vagues. Et donc ça, c'est pas ça la vraie pensée. Comment vous situez-vous, puisque vous avez écrit un article très remarqué il y a quelques mois sur le féminisme, les polémiques qui continuent d'ailleurs, comment vous situez-vous par rapport au féminisme, qu'il soit militant ou plus banal? Alors, je ne sais pas répondre à cette question, enfin je vais essayer d'y répondre, mais j'ai déjà du mal à comprendre ce qu'est le féminisme aujourd'hui parce que je ne vois pas un féminisme, je vois une multitude de courants qui d'ailleurs ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Et chaque courant a une définition. Et d'ailleurs, il y a beaucoup je trouve, de tensions entre des groupes qui n'ont pas vraiment envie de discuter ensemble finalement, mais qui, disons, s'envoient des anathèmes. Donc déjà, parler du féminisme, dire le féminisme, est difficile pour moi. Ensuite, si je devais essayer quand même de clarifier ma réponse, c'est que pour moi, il y a deux visions, en gros, deux grandes familles de féminisme. Il y a le féminisme de l'égalité des chances et il y a le féminisme de l'égalité de résultats. Si je devais défendre une forme de féminisme, ce serait le premier. Je crois évidemment à l'égalité des chances entre les sexes et de grandes figures, des femmes, mais aussi des hommes, se sont battus dans le passé pour ça, pour que les femmes aient les mêmes droits et qu'on les considère à égalité avec les hommes et qu'elles aient les mêmes droits politiques et simplement qu'on reconnaisse qu'elles ont la même valeur. Et ça, j'y crois beaucoup, c'est-à-dire que oui, on va donner à toutes les mêmes opportunités qu'aux hommes. En revanche, je vois un autre courant féministe qui me semble de plus en plus fort, en fait. En France, mais aussi dans les pays anglo-saxons, qui est plutôt un courant du féminisme de l'égalité de résultats. C'est-à-dire qu'on va regarder la société et on va dire c'est étonnant, les femmes et les hommes ne font pas exactement les mêmes choses, ça n'est pas bien, il faut qu'on arrive à une forme d'égalité parfaite dans tous les domaines. Et là, je ne comprends pas parce que moi, je n'ai absolument rien contre le fait qu'on arrive à une égalité parfaite, mais je veux y arriver par le bas, c'est-à-dire qu'on laisse les gens choisir, on offre les opportunités égales, et ensuite, on voit ce qui se passe. Et s'il se passe que les femmes et les hommes font des choses différentes, alors qu'ils ont eu, grosso modo, des opportunités ouvertes, eh bien, il faut l'accepter. Ce qui me fait peur, en fait, dans le féminisme de l'égalité de résultats, c'est qu'on est prêt à utiliser des moyens qui, à mon sens, sont coercitifs pour arriver à cette égalité de résultats, en faisant complètement abstraction des aspirations réelles et profondes des individus. Est-ce que cette réflexion très fine et originale, tout de même, ne vous renvoie pas à une certaine condition de l'homme d'aujourd'hui ? Vous avez écrit un livre qui a beaucoup de succès, « Les hommes sont-ils obsolètes ?» Quelle est votre thèse centrale ? Ma thèse centrale, c'est une question, donc ça n'est pas vraiment une thèse, mais c'est une question et une crainte aussi, qui est de m'interroger simplement sur ce que ça signifie d'être un homme aujourd'hui,
alors que ce qui faisait la prééminence masculine par le passé s'affaiblit, et que les conditions de cette prééminence ne sont plus du tout les mêmes. Et j'ai l'impression que les mouvements qu'on voit le moins dans la société sont les mouvements de très long terme. C'est qu'on se focalise sur les choses de court terme, certains événements sont plus saillants que d'autres, mais parfois les changements les plus importants, on ne les voit pas, parce qu'ils se passent sur le temps très très long. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est de me dire, mais attendez, les hommes dominaient le monde parce qu'en gros, ils avaient le monopole de la force, ils avaient le monopole le contrôle de la procréation. Ces choses-là ont changé. Le progrès technique a changé beaucoup de choses, et pour les femmes également, puisqu'il leur a offert une liberté qu'elles n'avaient absolument pas par le passé, y compris, mais pas seulement, dans le domaine de la procréation. Donc l'économie change, la technologie change, le monde devient plus pacifique. Là encore, contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir, si, le monde devient de plus en plus pacifique. Et donc tout ce qui valorisait l'homme avant n'est plus là avec la même force pour le valoriser. Donc qu'advient-il des hommes dans ce monde-là? Et je ne pense pas qu'on puisse se contenter de penser que tout va très bien se passer. Que tout simplement les hommes vont dire « Ah très bien, avant on avait des privilèges, bon maintenant on n'en a plus, mais tout va bien ». Je pense qu'au contraire il y a des tensions, et que ces tensions sont parfois inquiétantes. On voit par exemple dans l'émergence de mouvements dits virilistes ou masculinistes, une espèce de frustration, ou de frustration masculine, de sentiment d'avoir été déclassé, et des conséquences qui sont même parfois violentes. Je ne pense pas qu'on puisse y répondre simplement en disant bon, c'est comme ça. Vous êtes frustrés, c'est comme ça. Je pense qu'il faut essayer de comprendre d'abord ce qui se passe, pour voir si dans ce mouvement, en fait, il n'y a pas des choses qui font que les hommes se sentent dévalorisés, mais qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas forcément utiles. Et d'ailleurs, qui ne sont même pas nécessairement. Je pense à la famille, par exemple. J'ai l'impression que l'homme moderne, en Occident, parce qu'on parle de l'Occident, ne trouve pas forcément sa place dans la famille aujourd'hui. Parce qu'on nous dit que les parents sont identiques, qu'ils sont interchangeables, et que, de toute façon, les enfants, ils trouvent leur compte. Je ne sais pas si c'est le cas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études, et j'ai regardé beaucoup de choses qui étaient essentiellement produites dans l'univers anglo-saxon, parce que les anglo-saxons s'intéressent beaucoup plus que nous à cette question, en fait. Beaucoup de choses sur l'évolution de la famille, qui montrent que les chances de réussite des enfants, quand le père est absent du foyer, par exemple, sont clairement amoindries. Et je trouve ça très inquiétant, parce que je pense que ça accentue les inégalités sociales en plus. Et ce qui m'amène à un point qui est pas seulement lié à la question des hommes et des femmes, mais plus généralement aussi à la question conservatrice qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à sous-estimer les inégalités qui ne sont pas monétaires. Les inégalités justement de liens d'attachement, elles sont aussi très importantes. Mais j'ai l'impression qu'on a une énorme réticence à en parler. Dès qu'on commence à parler de la famille, et dès qu'on commence à évoquer l'idée que les hommes et les femmes n'ont pas exactement les mêmes aspirations déjà dans la famille, et puis les mêmes comportements, attention, ça devient... Attention, on est essentialiste, on est normatif. Non, j'essaie de décrire en fait. Mais c'est difficile même de décrire certaines choses. Il y a des gens qui ne supportent pas même qu'on essaie de décrire la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça la volonté de répudier la nature au bénéfice de la culture? Alors, le débat nature-culture, il est très ancien, et je pense qu'il n'est pas clos. Et j'ai essayé de faire quelque chose dans le livre que j'ai écrit, qui était de m'appuyer sur un certain nombre d'études de sciences cognitives, biologie, anthropologie évolutionniste, pour essayer de faire état de certaines différences naturelles entre hommes et femmes, qui sont loin d'expliquer toutes leurs différences de comportement, qui ne sont qu'une partie de ces différences. Il y a évidemment des différences qui sont culturelles. Mais tout de même, je voulais essayer d'aller un peu à la racine, pour voir si justement il n'y avait pas de différence d'aspiration entre les deux sexes, et qui pouvaient ensuite donner les conséquences qu'on voit aujourd'hui, les tensions qu'on peut voir aujourd'hui
eu égard à la situation changeante des hommes. Et je précise, c'est très important, quand je parle de tout ça, je parle de moyenne. Je ne suis pas en train de dire que les hommes et les femmes se comportent tous de telle ou telle façon. Ce sont des moyennes, c'est-à-dire qu'il y a plein d'exceptions. Et il y a même beaucoup d'exceptions, mais quand même, je voulais utiliser ces études-là pour introduire cette question. Et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de parler de tout ça, à quel point c'est difficile d'être entendu. Et c'est d'autant plus ironique que je ne suis pas en train de parler de vieilles études qui datent des années 20, je parle de la pointe de la recherche scientifique dans les meilleures revues. Et comme je disais tout à l'heure, la science se fait en anglais. Donc aujourd'hui, voilà, les plus grandes thèses dans ces domaines, elles sont publiées dans des journaux américains et anglais. Qu'on l'aime ou pas. Je sais que ça gêne la communauté scientifique française, mais très souvent d'ailleurs les gens qui s'en plaignent ne sont pas des chercheurs qui font des sciences dures. Et en fait tout ça, ça m'a fait me rendre compte à quel point on était non seulement un peu chauvin en France sur ces questions, mais à quel point aussi les sciences humaines en France, mais pas seulement, avaient du mal à accepter que quand vous étudiez l'être humain, il est quand même difficile de faire abstraction des apports des sciences naturelles. Mais on est encore très loin de tout ça. Et donc, comme je disais, ce sont à la fois des études qui sont excellentes, absolument pas contestées. Donc, c'est dans le monde qui m'intéresse, moi, les débats que je suis dans le monde anglo-saxon, les auteurs que je lis, les choses que j'écoute, c'est quasiment mainstream. Mais quand vous arrivez dans le terrain français, vous essayez d'exposer ces choses en disant « je ne suis pas en train de vous donner une opinion, je suis en train de vous dire ce que les chercheurs ont trouvé ». C'est très, très difficilement défendable parce que vous avez à expliquer beaucoup de choses avant d'en arriver là, justement tout ce que je vous ai expliqué. Comment se fait la science, comment fonctionnent les sciences naturelles, le fait qu'aussi elles sont expérimentales, donc ce ne sont pas des élucubrations, ce sont des expériences. Et donc, aujourd'hui, ma conclusion est en tout cas, mon jugement aujourd'hui est un peu mitigé sur le sujet. C'est-à-dire que je suis contente de l'avoir fait et d'avoir essayé d'introduire ces idées-là, mais j'ai vu aussi les blocages et la difficulté qu'il y avait à en parler. La pensée conservatrice que vous cultivez, est-ce qu'elle offre une bonne grille de lecture sur la politique qui a été mise en œuvre en France depuis l'élection d'Emmanuel Macron et même plus anecdotiquement sur Marlène Schiappa et autres? Est-ce que vous pouvez l'appliquer comme une grille d'élucidation qui a sa cohérence et sa lucidité? Alors, je ne sais pas si, là, vous me demandez si Emmanuel Macron est conservateur, par exemple. Comment vous jugez les débuts, enfin qui n'en sont plus, d'Emmanuel Macron et éventuellement la politique qui est mise en œuvre par Marlène Schiappa au regard de votre excellente distinction de tout à l'heure? Alors, finalement, ça dépend de ce qu'on appelle le conservatisme, parce que il y a aussi une définition du conservatisme qui consiste à dire qu'en politique, si vous êtes conservateur, il ne faut pas changer grand-chose. Il ne faut pas toucher à grand-chose, il faut toucher les choses qui méritent de l'être. Et ce qui est assez intéressant chez Emmanuel Macron, c'est que je ne trouve pas très interventionniste finalement. Il y a beaucoup de domaines où les choses ne changent pas. Donc c'est une forme de conservatisme, je pense, totalement involontaire, qui fait que si on compare à la mandature qui a précédé, il y a moins de tentatives, il y a moins d'expérience, il y a moins de volonté de chambouler des choses qui fonctionnent à peu près. Donc, en ce sens, oui, je pense que Emmanuel Macron a quelque chose d'un conservateur, mais qui s'ignore complètement, et c'est presque, je le dis, un petit peu sous forme de boutade. Il est vrai aussi que là, si on définit le conservatisme plutôt comme une forme de libéral conservatisme, c'est-à-dire qui est aussi une politique qui vise à maintenir la liberté politique, sociale, mais aussi économique,
là aussi, je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite et libéraux conservateurs qui sont assez satisfaits de ce que fait Emmanuel Macron. Et c'est toute la difficulté, en fait, ici. Et justement, la question que vous posez montre toute la difficulté qu'il y a à définir une politique conservatrice. Parce que le vrai conservateur, au fond, si on lui laissait vraiment le choix, il ne ferait pas de politique. Parce qu'il a juste envie que les choses qui sont bonnes soient conservées, se maintiennent. Et aussi d'éviter les choses qui ne sont pas désirables. Mais finalement, la meilleure chose que puisse souhaiter un conservateur, c'est qu'on ne lui demande pas d'intervenir et qu'il ne soit pas nécessaire d'intervenir. Et je n'ai pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais un des auteurs aussi qui m'ont le plus nourri intellectuellement, c'est le philosophe anglais Roger Scruton. C'est un immense philosophe, il a écrit une 50aine de livres, très peu traduits en français. Là, c'est vraiment l'essence, je dirais, du conservatisme anglais vivant. Moi, je l'imagine comme ça, quand je pense à lui, c'est-à-dire chez lui, à la campagne, un peu retiré des affaires du monde. C'est-à-dire, très bien, vous n'avez pas besoin de moi, les choses fonctionnent à peu près, alors autant ne pas intervenir, parce que parfois, en intervenant, on fait plus de mal qu'en n'intervenant pas. Et ça, c'est très compliqué dans l'imaginaire français, parce que l'imaginaire français, qui est en plus très, disons, attaché à l'intervention de l'État, à l'intervention du fonctionnaire, à la planification, à la centralisation, l'imaginaire français aime l'intervention. Si vous ne faites pas quelque chose, c'est mal. Il vaut mieux faire quelque chose, parfois j'ai l'impression, pour les politiques, pour dire qu'on fait quelque chose, que de ne rien faire. Mais c'est vraiment faux. Il y a parfois des problèmes aussi qui se résolvent tout seuls, sans qu'on intervienne. Donc voilà, le conservateur est toujours dans une position compliquée vis-à-vis de la politique. Parce que oui, il peut être présent en politique et il peut orienter des choses. Et on parlait de la famille tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont plus conservatrices que d'autres, et une politique familiale plus conservatrice que d'autres, par exemple. Mais finalement, est-ce qu'au fond, le conservatisme, par définition, n'est pas toujours un petit peu décalé de l'urgence politique et de sa propension à intervenir? Je me pose très sérieusement la question. Est-ce que ça n'est pas tout de même un paradoxe que de dire que le réel est à ce point supportable qu'on n'a jamais besoin de le modifier? Alors je parle des cas standards, évidemment, en cas de crise, en cas d'urgence, on est obligé d'intervenir. On doit le modifier. Je vous parlais tout à l'heure du totalitarisme, évidemment qu'il fallait se battre et que des gens très courageux se sont battus. Bien sûr, mais justement, c'est la question de l'urgence. Et c'est pour en revenir à la figure du conservateur, c'est un petit peu ça le conservateur. C'est qu'on va le chercher pour régler un problème, il va y aller. Il va le faire et bon, il va agir. Mais en temps normal, sa première réponse, ce sera de dire « Attendez, est-ce qu'on a vraiment besoin d'intervenir ?» Ça n'est pas sûr. Mais je sais bien qu'en France, très difficile de dire tout ça, et n'est pas qu'en France d'ailleurs, c'est la politique moderne aussi qui veut qu'on intervienne. Et quand on regarde d'ailleurs l'évolution, la taille de l'État, par exemple, depuis un siècle, c'est assez saisissant de voir à quel point l'État a pris de la place et a décidé d'intervenir dans des tas de domaines. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal en soi. Je dis juste qu'on s'est habitué à une forme d'interaction assez continue avec l'État, donc avec quelque chose d'assez englobant et assez centralisateur et planificateur, qui n'existait pas avant. Donc ça a apporté des tas de bienfaits. Je suis la première à le reconnaître. Mais on ne laisse plus de temps au temps aujourd'hui. Vous préféreriez un immobilisme intelligent à une frénésie d'action? Si on veut, oui, mais d'ailleurs, c'est déjà comme ça, parce que je pense que l'être humain il y a une part de l'être humain qui fait qu'il est porté vers cet immobilisme. En tout cas, on est comme ça dans notre vie quotidienne, on procrastine beaucoup, mais on a tort de condamner la procrastination, le fait de remettre à demain. Parfois, c'est une vertu, parce qu'on remet au lendemain des choses qui ne sont peut-être pas si importantes. Et d'ailleurs, quand on y repense le lendemain, on se dit, mais c'est vrai, finalement, ça ne sert à rien, donc je ne le ferai pas. Donc c'est bien de remettre à demain aussi.
Quelle est votre place aujourd'hui dans l'univers intellectuel et médiatique? Vous participez à peu de débats. Je sais que vous avez écrit récemment qu'il ne fallait jamais s'excuser, mais on dit parfois un certain nombre d'inepties. Il serait parfois bon de s'en excuser. Mais vous-même, comment êtes-vous perçu? Vous êtes au point... en même temps, on vous voit peu dans les débats médiatiques. J'espère que ça changera. Quelle est votre position à l'égard des médias? Alors, je ne sais pas du tout où je me situe. J'en ai aucune idée, mais je ne sais pas répondre à ces questions en plus sans avoir l'air complètement à côté de la plaque ou prétentieuse. Je pense que la rareté est aussi une vertu. Ensuite, si on me voit peu, c'est peut-être aussi parce qu'on m'invite peu. Donc, il y a déjà le point de départ, mais je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas si on m'invite moins ou plus que d'autres. Et ensuite, j'aime bien l'idée d'être là où je suis. C'est-à-dire, déjà, je n'habite pas en France. J'aime bien cette distance. C'est très important. Et je parlais de laisser du temps au temps. Quand on parle tout le temps, quand on s'exprime tout le temps, partout, est-ce qu'on dit vraiment des choses intéressantes? Moi, déjà, je n'ai pas d'opinion sur tout. J'ai participé à des émissions où il fallait donner son avis sur tout. J'y arrive pas trop, parce que je n'ai pas forcément d'avis sur tout. Et il faut du temps aussi pour penser, pour réfléchir, pour vivre, pour être un peu à l'écoute du monde. Donc, je pense que le rythme que j'ai, les apparitions que je fais, les rares apparitions que je fais, je trouve qu'elles épousent assez bien mon rythme de pensée. Et je trouve aujourd'hui le monde est bavard en fait. Vraiment, il y a une espèce de relation antiproportionnelle entre le nombre de choses qu'on dit, qu'on entend et leur qualité. Et les réseaux sociaux me frappent pour ça. Moi, j'ai quitté les réseaux sociaux pour cette raison, parce que, justement, en me remettant moi-même en question, en me disant, mais finalement, est-ce que c'est tellement bien déjà ce que j'ai à dire là-dessus, ou est-ce que, et le fait de se répondre, de se retweeter, de se citer, est-ce que c'est tellement, tellement intéressant? Est-ce que c'est tellement important? Et donc, je ne dis pas que tout le monde devrait faire ça, mais je dirais que ça n'était pas moi, ça n'était pas authentique. Et ça c'est le plus important pour moi. Donc, je ne cultive pas la rareté par dandisme. Oui, je fais exprès, mais je pense que je ne pourrais pas faire autrement. Et on a... Oui, quand je dis que les gens... Enfin, il y a une forme de aujourd'hui, c'est très bavard. Je le pense réellement. C'est-à-dire qu'avec ces réseaux sociaux, on a eu l'impression qu'on allait pouvoir se dire plus de choses, plus intelligentes, qu'on allait être plus proches parce qu'on allait se parler plus. C'est quand même assez faux. L'expérience nous montre plutôt le contraire, je pense. Et on a besoin de silence pour penser, on a besoin de silence pour écouter. L'abstention, je trouve, est un grand courage, mais est-ce que vous n'avez pas envie, grâce aux réseaux sociaux, de pourfendre les inepties, pas forcément de vous poser, vous, en tant qu'exemple, mais de lutter contre la médiocrité? Là, pardon de vous poser une question qui théorise ma propre attitude. Et je trouve qu'il y a des gens qui le font très bien, et je les admire d'ailleurs, des gens qui vont au front, et alors, pas forcément de façon polémique, mais qui sont là et qui défendent quelque chose, et je trouve que ces gens sont nécessaires. Mais je parlais d'authenticité, ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi parce que je doute trop. C'est-à-dire qu'en disant telle chose de façon assez brutale ou radicale, j'ai pu le faire dans le passé, mais ça ne me correspond pas. Parce que je vais me relire après, je vais me dire mais non, en fait, je ne pense pas exactement ça. Et ce n'est pas, encore une fois, du dandisme ou de la prétention ou du pointillisme, c'est que ça n'est pas moi. Donc moi je suis dans mes livres. Voilà. Le premier endroit où on peut me trouver, c'est dans mes livres. Puis après, il y a les articles, les interviews. Mais
voilà, ça, je ne le fais pas, c'est pas mon mode de discours. Et puis, il y a aussi autre chose que je trouve assez inquiétant dans les réseaux, et c'est cette espèce de dépendance Je me suis demandé ce que ça faisait à mon cerveau, en fait. Parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on lisait une nouvelle ou un tweet, ou qu'on soi-même on en écrivait, il se passait des choses. Et en effet, il se passe des choses. Il y a plein d'études qui montrent qu'il y a des mécanismes qui se mettent en mouvement, et donc il se passe des choses. Et j'avais vraiment l'impression de le sentir, c'est-à-dire d'avoir l'impression que mon activité cérébrale était gênée, en fait, par quelque chose qui venait la déranger. Et d'ailleurs, depuis que j'ai arrêté cette activité-là, j'ai l'impression que tout est beaucoup plus pur. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que les grands événements, les choses vraiment importantes, émergent toujours, réseaux sociaux ou pas, en fait. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est du bruit. Et il faut faire la différence entre le bruit et le signal. Le signal, il arrive toujours. Donc vous savez, les choses importantes ressortent, et même encore mieux, en fait, quand vous n'y êtes pas. Mais qu'il y ait des gens très bien, courageux qui soient, qui le fassent bien, ça me va très bien, mais je ne le ferai pas aussi bien qu'eux. Vous avez tout à l'heure évoqué le lien absolu que vous établissiez entre votre approche intellectuelle et votre vie. Vous n'êtes pas rentré dans les détails. Sans vouloir être indiscret, donc vous vivez en Grande-Bretagne. Quelle est votre situation? Je crois savoir que vous avez une fille. Et c'est si important que cela, une vie avec ses souffrances et ses bonheurs? Quand j'étais en classe préparatoire, j'avais un professeur de français qui était vraiment passionnant et qui se moquait souvent de nos analyses littéraires, parce qu'il me disait, voilà, vous écrivez dans vos dissertations qu'un tel a vécu ça et donc il a écrit ça. Il disait qu'il trouvait ça ridicule. Il disait, moi j'appelle ça la vie-œuvre. Il y a la vie, il y a l'œuvre. On prend les deux en même temps, on appelle ça la vie-œuvre. Et il a raison, bien sûr qu'il a raison. Je ne suis pas en train de dire que vous vivez quelque chose, donc vous écrivez quelque chose. Et tout est parfaitement coordonné, c'est incroyable. Et d'ailleurs, si vous ne vivez rien, vous n'écrivez rien. Enfin, ça, ce serait primaire et simpliste. Pour moi, l'écriture et la pensée, c'est une transformation. C'est-à-dire que personne n'est intéressé par ce que vous vivez au quotidien, comme ça, ou par une espèce de transposition directe des choses que vous vivez dans votre pensée. Ça n'intéresse personne. Et d'ailleurs, il y a plein d'exemples dans l'histoire de la littérature et de la philosophie de gens dont on a l'impression que leur vie était totalement ordinaire et qui ont produit des choses fantastiques. Donc je ne suis pas en train de faire l'éloge, par exemple, du génie romantique qui souffre tellement, qui produit des choses fantastiques. Et je prends souvent l'exemple de Bach, le compositeur, qui avait une vie, somme toute, assez plate. Il avait plein d'enfants, mais voilà, un génie, quelqu'un qui a produit, je pense, les plus belles œuvres qui soient dans l'histoire de la musique. Donc voilà, j'espère ne pas être simpliste en disant ces choses. Ceci étant dit, quand je parle de transformation, ça a vraiment un sens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la vie la plus banale qui soit, mais même cette vie qui a l'air banale ne l'est pas du tout. Parce que la façon dont vous ressentez la vie est très spéciale, mais ça, personne ne le voit de l'extérieur. Donc, il y a des tas de situations comme ça qui nous semblent normales et qui ne le sont pas. Et inversement, il y a plein de situations dont on se dit « Ah oui, vraiment, ça c'est une expérience de vie », mais ça ne donne pas forcément quelque chose en termes artistiques ou intellectuels. Donc il n'y a pas de relation aussi simple. Mais la transformation, c'est important. C'est-à-dire que vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, rester complètement imperméable aux choses que vous voyez et que vous vivez, mais vous pouvez aussi les recevoir complètement et pleinement. Ensuite, pour vous dire des choses intéressantes, il faut travailler. Et il faut douter, et il faut aussi jeter beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déchets dans le travail. On pense, on écrit, on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose de génial, et en fait c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Et donc, moi j'ai l'impression parfois qu'écrire c'est sculpter. C'est-à-dire il y a un bloc, c'est vous, et puis ça n'est qu'un bloc. Donc c'est vrai, il est pas mal, il y a des choses intéressantes, il y a une forme de vécu, mais c'est vraiment
le petit début de quelque chose. Ensuite, il va falloir travailler la pierre. Donc, ce que j'ai vécu dans ma vie privée, et surtout dans mon enfance, parce que j'ai eu une enfance, en tout cas objectivement pas très simple, ça aurait pu ne rien donner du tout, mais ça m'a fait penser énormément. Et tout à l'heure, je vous parlais de mes réflexions sur le totalitarisme, sur le mal, et ces premières réflexions, je les ai eues quand j'étais au collège. Je sais qu'elles venaient aussi des choses que j'avais vécues, parce que je m'interrogeais sur l'origine du mal. Et je me disais, on m'a fait du mal, mais pourquoi? D'où ça vient? Et est-ce que ça aurait pu être évité? Qu'est-ce que c'est que la responsabilité morale? Donc c'est des questions bien naïves, dites comme ça, qu'on se pose souvent quand on est adolescent, enfin qu'on commence à se poser. Je l'ai ramené à une expérience, donc ça m'empêchait aussi de me mettre à penser n'importe comment, parce que l'expérience était dans le réel. Que faites-vous en dehors de l'écriture? Je lis. Non, réponse d'intellectuel, c'est presque un cliché, mais je fais beaucoup de sport et je fais de la musculation. Alors, c'est un peu original, mais ça renforce en fait. Depuis que je fais de la musculation, je remarque que le renforcement musculaire, le renforcement du corps renforce l'âme aussi. C'est difficile à expliquer, mais c'est un exercice qui rend très confiant aussi. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça, et c'est un choix peut-être un petit peu étonnant, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. J'ai toujours fait beaucoup de sport, et avant ça, j'ai fait beaucoup de danse aussi. J'ai fait beaucoup de tango argentin, de flamenco. Donc le corps est très important pour moi, et donc j'en reviens toujours à cette idée de l'expérience et du réel. Penser sans le corps, pour moi, ça n'est pas penser. Parce que le corps il est en contact avec le réel tout de suite. Mais d'une certaine façon, je vais peut-être vous sembler un peu provocatrice, l'âme, je ne sais pas ce qu'est l'âme au fond, mais il y a beaucoup d'indices qui montrent que l'esprit est quelque chose de matériel aussi. Parce que je vous citais tout à l'heure des études de sciences cognitives, de psychologie comportementale ou cognitive. Toutes ces études qui montrent qu'en fait, on peut traiter le cerveau et l'esprit, on doit traiter le cerveau et l'esprit comme de la matière. Alors c'est un autre sujet et ça ouvre plein d'autres questions, mais peut-être la différence tout de même entre l'esprit et le corps, c'est que quand vous avez... on a plus de mal à reconnaître les chocs que reçoive notre esprit. Mais pourtant, quand notre corps reçoit un choc, on le voit, on le sent et on réagit à ça. Quand notre esprit reçoit un choc, on devrait tout autant réagir, mais on a peut-être tendance aussi à refouler ces choses-là ou à pas les prendre au sérieux. Esprit et corps compris, êtes-vous heureuse aujourd'hui? Oui, je pense. Dernière question, vous écrivez un nouveau livre, j'en suis persuadée. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait le portrait d'un intellectuel que je trouve absolument fascinant, qui s'appelle Nassim Nicholas Taleb, qui est trop peu lu en France, qui est surtout connu pour avoir écrit un livre qui s'appelle Le Cygne noir, qui parlait du risque, et notamment dans la finance, des conséquences que le système financier pouvait avoir. Et c'était juste avant la crise financière, et donc son livre a été très connu pour cette raison, mais il a écrit plein d'autres choses. Et je vous conseille, si vous avez l'occasion de le lire, parce qu'il est vraiment passionnant. Et justement, à la fin de mon entretien, je lui ai demandé ce qu'il faisait pour son prochain livre, ce qu'il préparait. Il m'a dit deux choses. Il m'a dit « Je ne travaille pas, je m'amuse, je lis. Et de toute façon, quand on me demande ce que je fais, je mens toujours, parce qu'il faut toujours mentir quand on vous demande, aux journalistes en l'occurrence. Il faut toujours mentir aux journalistes quand ils vous demandent ce que vous faites en ce moment. » Donc, tout ce détour pour vous expliquer que je vais botter en touche, parce que même si je vous disais sur quoi je travaille, peut-être ça sera complètement autre chose quand ça sera terminé. Bien sûr, en tout cas, on est impatient de l'entendre, de le lire, ou en tout cas de se confronter au silence que vous aurez décidé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.